Bonjour et merci de nous choisir encore en ce jour. Rendez-vous hebdomadaire, rencontre et un nouveau numéro, le décryptage de l'actualité de la semaine. Et nous dédions cette émission à tous ces détenus dans nos prisons. C'est la semaine des détenus au Togo. On en parlera dans ce débat. Et donc un souvenir et une pensée pour tous ces hommes et femmes privés de leur liberté pour quelque raison que ce soit. Rencontre et échange, je reçois pour vous deux hommes de médias pour discuter des faits de société et juste Agent Nouveau Liberté. Merci d'accepter notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Vous avez accepté de discuter avec Jacques Diakouty, analyste aussi de la vie politique de notre pays. Jacques, merci. Merci, Gérard. Voilà. Donc, nous allons débuter cette émission en posant toute question à vous deux, toute simple, n'est-ce pas? Quelles appréciations faites-vous du climat politique dans notre pays depuis qu'on a fait les élections il y a un peu plus de 3 mois? Juste, à tout hasard, par où je commence? Oui, bon, politiquement, il faut dire tout de go qu'il y a un silence qui suscite beaucoup d'interrogations d'ailleurs, parce que tout le monde se souvient des conditions dans lesquelles cette élection présidentielle a été organisée, même le climat qui avait prévalu avant la tenue de cette élection, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, la question du fichier électoral, oui. Etc. Donc après, il y a eu le scrutin, les résultats ont été donnés dans des conditions que tout le monde connaît, mais jusqu'à ce jour, il faut reconnaître qu'il y a un silence. Maintenant, beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi ce silence-là existe au Togo, parce que depuis que le Togo a opté pour les élections, depuis que le Togo a décidé de semer de temps en temps quelques élections dans son parcours démocratique, ces élections sont toujours suivies de contestations. Je vais parler de la présidentielle de 1993, 1998, 2003, 2005, 2010. Mais curieusement, après le scrutin présidentiel du 25 avril dernier, il règne un silence. Maintenant, on n'a pas connu ces violences électorales. Voilà, donc c'est à l'honneur. C'est pas un bon signe. C'est à l'honneur de tous les acteurs, mais il faut reconnaître que les gens continuent de se poser des questions parce que tout le monde ne s'est pas mis d'accord sur les résultats. Les gens ont officiellement contesté les résultats, mais ils ont contesté les résultats, mais ils ne l'ont pas manifesté dans les rues comme cela se faisait avant. Maintenant, qu'est-ce que ce silence cache? La question reste posée, mais du côté du parti au pouvoir également, après les élections, c'est la Java, donc tout le monde fait la fête. On ne parle plus de politique, on n'inaugure plus les nouveaux chantiers, on ne voit plus le chef de l'État avec je sais comment on l'appelle, des pioches, voilà, oui, donner ce qu'on appelle dans le jargon théâtral politicien togolais, donner le premier coup de pioche. Donc depuis que la page des élections est tournée, on ne voit plus. Donc le silence est des deux côtés, n'est-ce pas? Oui, donc c'est un silence plat des deux côtés. Voilà. Juste, Jacques, partagez ce point de vue d'Ajavon, de Zeus, vous savez, il faut reconnaître que c'est une élection quand même que le Togo a vécu dans une situation calme. Vous avez vu que presque tous les acteurs, au cours de leur campagne électorale, se sont accordés quand même pour dire aux populations de ne plus encore commettre des tueries, des attaques, des actes de violence. Je crois que la campagne électorale a quand même réussi par rapport à nos compatriotes qui ont compris le sens de pouvoir s'accepter par rapport aux violences que nous avons vécues au cours des élections de 2005 que le Togo a connues, où le président de la République avait dit même à Tapamé que plus jamais ça. Et nous avons vu que quand même les élections de cette année ont démontré la maturité du peuple togolais de pouvoir s'accepter, d'ignorer et d'oublier les plaies qu'on a eu à vivre des élections antérieures dans notre pays. Et également la maturité également au niveau des propos de chaque leader politique, quand vous les avez écoutés au cours de cette campagne,
les uns et les autres dans leurs propos n'ont pas tenu quand même des propos qui puissent soulever les populations pour qu'il y ait affrontement, mais c'était quand même des propos conciliants où les uns et les autres ont compris le bien fondé de pouvoir s'accepter, de pouvoir également se pardonner et de pouvoir également vivre ensemble. C'est aujourd'hui également un silence. Vous savez, nous sommes dans une période des vacances où presque les ministres et puis les institutions, les uns et les autres sont en congé. Certainement que cela aussi peut également jouer. Attendons de voir peut-être d'ici septembre pour voir si les uns et les autres ne pourront pas reprendre les activités. Parce qu'aujourd'hui, presque certains ministres sont en vacances, certains responsables sont en vacances. Donc, disons que peut-être d'ici le mois de septembre, on verra au cours de la rentrée ce que les uns et les autres pourront offrir aux populations, vu le calme que nous avons quand même vécu et nous sommes en train de vivre aujourd'hui au sein de nos populations. Pas seulement au niveau du parti au pouvoir, mais également au niveau de l'opposition. Nous avons vu que les leaders des partis politiques ne parlent plus assez. Ils ne répondent pas à nos invitations. Voilà, c'est un calme plat. Donc certainement que les gens sont en train de préparer leur entrée politique, vu les tractations, ce que les gens ont vécu pendant cette campagne. Je me suis dit que c'est non plus quand même un repos pour pouvoir rebondir après la rentrée politique de chaque parti politique également. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que le calme qui règne aujourd'hui ne signifie pas que les Togolais de tendances différentes ont accepté les résultats le verdict des urnes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Les gens continuent à ruminer cette défaite. Les gens sauf qu'on ne le manifeste pas. Sauf qu'on ne manifeste pas ce mécontentement comme on le voyait par le passé. Mais ce qui est dangereux, c'est quand les gens ne s'expriment pas et il y a un silence. Là, il faut plutôt craindre. C'est plus inquiétant. Et il ne faut pas aussi oublier qu'après le scrutin, le pays était fortement quadrillé. Donc, tout a été fait pour dissuader toute velléité de contestation. Et même vous-même, vous avez vu comment on avait rabattu les oreilles des Togolais avec ces histoires non-violence électorale. Donc, on a tendance à mettre l'accent sur la non-violence électorale et puis on laisse le reste du côté. Donc, nous estimons... Ce qui veut dire qu'il y a une contestation quand même en gestation, n'est-ce pas? Pardon? Une contestation. Non, oui, voilà, c'est là où se situe l'inquiétude. Même dans le camp du parti au pouvoir, les gens se demandent pourquoi il y a ce silence, parce qu'eux, ils s'attendaient à une contestation de la part des militants de l'opposition, mais jusqu'à ce jour, le silence est là. Donc c'est un silence inquiétant. Il faut s'en méfier. Et peut-être si ceux qui sont supposés avoir gagné les élections, ils peuvent aussi profiter de ce silence-là pour remettre le pays sur la voie de la démocratie. Donc je voudrais parler, par exemple, de l'effectivité de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles qui ont pollué entre-temps la vie politique du pays. Donc on peut mettre à profit ce silence-là. Ça peut permettre aussi de rassurer les uns et les autres. Mais si le silence est là, on ne fait rien. Moi, personnellement, en tant que journaliste, il y a quand même péril en la demeure. Bon, je ne crois pas qu'il y ait péril à la demeure, comme ce que le confrère Zeus vient de dire. Parfois le silence peut cacher beaucoup de choses. Oui, vous savez, on est en train de ruminer. Vous savez les conditions dans lesquelles, par exemple, l'opposition allait à ces élections. Il y a certains qui étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Ceux qui sont finalement allés recevaient tous les jours les coups de massue sur la tête par rapport... il fallait d'abord obtenir les réformes avant d'aller aux élections. Et bien tout ça, là, cette cacophonie entretenue au sein de la masse, c'est-à-dire la population, certains se posaient des questions. Bon, est-ce qu'après cette élection, est-ce qu'il faut aller encore à la contestation? Est-ce qu'il faut encore sortir dans les rues? Donc les gens, les uns et les autres se sont dit, bon, soit on reste à la maison, on ne dit rien, on laisse l'avenir certainement nous situer. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir au niveau de la masse aujourd'hui. Et quand vous écoutez même les déclarations des hommes politiques par rapport à ces élections,
vous sentez que l'unanimité fait autour de ces élections converge effectivement vers une élection quand même apaisée, une élection où les Togolais quand même dans leur majorité ont compris le message que les leaders des partis politiques ont fait passer au niveau des meetings, c'est-à-dire toujours tolérance zéro par rapport aux violences. Et je crois que tout cela a ramassé. Je crois que les populations ont compris. Les gens se disent, bon, on reste tranquille, on attend. Ça peut être aussi l'expression d'un ressentiment que l'on cache. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Les gens peuvent, vous savez, souvent quand vous êtes dépassé par une situation, les gens se disent, bon, on se tait et on laisse et c'est ça qui est dangereux. Venir nous situer par rapport à ce qui se passe. Mais j'espère que... L'acceptation volontaire d'une situation quand même qu'on subit. Hein. Oui, mais je crois que d'ici septembre quand même, nous serons situés sur les activités des uns des autres parce que, bon, on a appris que déjà mardi prochain, le leader de l'ANC va faire un point de presse pour situer. Ce point de presse a été les uns les autres reporté par rapport à la situation. Bon, oui. Finalement, le point de presse a été reporté parce que dans la dernière minute, nous avons appris qu'il y avait un décès au sein de ce parti et que, bon, finalement, ils ont jugé bon de reporter la conférence de presse et que c'est mardi prochain que le leader de l'ANC donnera ce point de presse et situera les uns les autres sur ses intentions et ce qu'il va faire très prochainement par rapport à cette élection. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre, n'est-ce pas, de ce point de presse? Parce qu'en réalité, est-ce qu'il y a encore du nouveau ou bien c'est déjà vu? Je sais pas. Non, avant de répondre à cette question, permettez que je revienne sur cet aspect du problème soulevé par mon frère Jacques. Quand il parle des vacances des ministres, tout ça, officiellement, on ne nous a pas dit que les ministres sont en vacances ou bien ceux qui gouvernent le pays sont en vacances. Non, dans les autres pays, il y a quand même un communiqué officiel qui dit que de tel jour à tel moment, les membres du gouvernement sont en vacances. En ce moment, tout le monde sait de quoi, tout le monde sait ce qu'il attend. Mais au Togo, on ne dit rien. Donc, on a fait les élections depuis le 25 avril jusqu'à ce jour. Ça fait plus de 3 mois. Donc, 3 mois pour les vacances. Là, des vacances qui dépassent même les vacances des étudiants. Et un seul conseil de ministres de nos élèves, là, il y a un problème. Maintenant, un seul conseil des ministres depuis la formation du gouvernement. Bon, là moi, j'estime que ce sont des choses anormales parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent au pays. Je vais parler de la question même de la recrudescence de l'insécurité, on va en parler. Je parle de la question de la vie chère. Aujourd'hui, la vie, les prix des produits de première nécessité ont flambé dans nos marchés, surtout après la hausse du prix du carburant. Donc il y a des problèmes importants qu'on doit résoudre. Plus de 3 mois après les élections, on est toujours là, on n'avance pas. Maintenant, pour revenir à la question qui est posée, le point de presse annoncé, je crois que seuls les responsables du CAP 2015 peuvent répondre à cette question parce qu'ils ont informé tout le monde de la tenue de cette conférence de presse. C'est mardi prochain, on va y aller, on va les écouter. Donc ce n'est qu'après la conférence de presse qu'on peut se faire une opinion exacte de ce qu'ils veulent dire aux Togolais. Donc pour le moment, ils profitent aussi du bénéfice du doute parce que on ne sait pas, on ne connaît pas le contenu exact de cette rencontre avec les professionnels des médias. Donc peut-être c'est pour faire le bilan de cette élection, relever les manquements qu'il y a eu. Nous avons écouté un membre du CAP 2015 à la CENI, Francis Pedro, qui avait déclaré sur une radio de la place que ce serait un grand déballage. Donc les Togolais attendent ce grand déballage. Pour le moment, nous ne pouvons qu'attendre la journée, la matinée de mardi. Sauf que ce déballage aussi a pris un peu du temps, tout comme la lenteur avec laquelle on travaille dans le gouvernement pour les affaires urgentes. Oui, c'est pourquoi je dis on ne peut pas juger. Il faudrait que nous ayons les résultats de cette conférence de presse afin d'apprécier
Oui, si par exemple, on va à la conférence de presse et puis on nous dit peut-être des banalités, mais tout le monde dira, mais vous avez pris tout ce temps-là pour nous servir selon. Jusqu'à présent, ils n'ont posé aucun acte digne de ce nom, aucun acte concret. Donc on attend mardi pour apprécier. Donc les Togolais attendent beaucoup de ce point de presse. Les Togolais attendent beaucoup de ce point de presse. Oui. Bon, moi je crois que même si il y a... Parce qu'on a promis qu'on va réunir des preuves matérielles de leur victoire, tout ça là. Donc, vous savez, qui est par exemple des déballages. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est une élection qui est déjà passée. Ouais, le président de la République a déjà prêté serment. Et le gouvernement a été déjà formé. Si aujourd'hui il y a encore déballage qu'on va présenter à la presse peut-être le mardi prochain, bon, je ne sais pas à quoi ce déballage encore va servir. Si au moment où on ne peut plus aller revendiquer une victoire, où quelqu'un est déjà reconnu sur le plan international, qu'il a été élu, et que l'opinion internationale a déjà reconnu également, a déjà félicité celui qui a été élu, par le déballage, je crois que nous ne sommes pas là pour donner des leçons à un leader d'un parti politique ou bien à un leader d'opinion. Je crois que, voilà, justement, aujourd'hui, peut-être ce qu'il faut attendre de cette conférence de presse, c'est les actions. Les actions futures qui seront posées, parce qu'aujourd'hui, il y a la question des réformes, il y a également les élections locales. Bon, il y a beaucoup de choses qui restent aujourd'hui à faire. Je crois que si c'est sur cet angle-là on peut attendre le leader de l'ANC. Mais si on va parce qu'il faut remettre les problèmes sur le tapis, les problèmes qui étaient laissés en suspens. Je ne refuse pas, mais je ne crois pas qu'en revenant encore sur le déballage de ces élections, quelque chose de fondamental encore pourra changer. Parce que, comme je l'ai dit à l'instant, il y a déjà eu la prestation de serment, il y a déjà eu la formation du gouvernement, les ministres sont déjà en action, et puis le président également déjà en action, l'opinion nationale a reconnu. Donc, s'il y a encore des déballages à faire, je ne sais pas en quoi ce déballage-là peut servir à l'opinion nationale ou bien à l'opinion internationale. Pourquoi je dis, nous ne sommes pas là pour donner des leçons, mais moi j'attends plus le leader de l'ANC sur les propositions futures, les jalons qui vont poser par rapport à l'épineuse question qui nous attend tous, parlant des réformes constitutionnelles et institutionnelles, et également les élections locales qui nous attendent. Voilà. Oui, mais moi j'estime qu'il faut connaître d'abord le mal dans tout son sens, avant quand même de se projeter dans l'avenir. On ne peut pas tout de suite se projeter dans l'avenir sans avoir fait l'état des lieux. Donc quand on parle des grands déballages, je crois que peut-être ils vont faire l'état des lieux, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avant de se projeter dans l'avenir. Attendre peut-être aussi un bilan de tout ce qui s'est passé, parce que les gens réclament ça aussi, rendu à l'opinion. Oui, c'est important. Un parti ou bien un regroupement de partis politiques qui forcément doit toujours rendre compte des actions qu'il mène ou bien qu'il a menées sur le terrain. Donc il est normal qu'un compte rendu soit fait, surtout qu'il y a eu des appels de fonds, donc qu'un rapport soit servi à tous ceux qui ont contribué. Ça pourrait avoir le mérite de rassurer les donateurs pour d'autres actions futures. Dans ce même registre, il y a eu cette défection, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez défection, cette sortie du cadre 2015 du Parti Santé du Peuple. La semaine dernière, on en a longuement parlé. Et ça encore participe au déchirement, n'est-ce pas, de la classe politique de l'opposition. Alors, pensez-vous que c'est le moment où le Santé du Peuple est-il sorti un peu plus tôt, un peu plus tard? Comment vous appréciez cette sortie, n'est-ce pas, de Santé du Peuple du cadre 2015? Non, tout ce que moi je voudrais dire, tous ces micmacs nuisent gravement à la santé du peuple. Des changements d'opposition ou bien d'alignement au sein de l'opposition togolaise, c'est fréquent. Si on veut compter les organisations qui ont été créées, les regroupements de 91, puisque 91, il y avait eu le phare avec les organisations de la société civile, les partis politiques qui ont abouti à l'adoption de la charte des partis politiques en avril 1991. Donc,
de 91 jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup de regroupements de l'opposition. Donc, on dit l'opposition doit s'unir pour pouvoir capter le pouvoir. Donc, le discours là a été souvent avancé. Ce qui fait que parfois, pour écouter ou bien pour traduire dans les faits cette volonté du peuple, ou bien cette volonté des militants de l'opposition, on met les crabes, les poissons, les capitaines, les silures, tous dans un panier, oubliant que les griffes des crabes peuvent abîmer les yeux de la silure. Donc c'est un peu un fourre-tout et quelques mois plus tard, ça s'explose. Donc ce qui fait que certains partis, surtout les plus importants, se méfient désormais de ces regroupements politiques. On a l'impression que les plus importants, les partis politiques de l'opposition les plus importants, il en existe. Il en existe, puisque un parti est apprécié par rapport à son électorat, à ses performances au cours d'une élection. Donc, ce qui fait que les partis les plus importants, je vais parler par exemple de l'Union des forces de changement, l'ancienne UFC, aujourd'hui peut-être de l'ANC, les gens se méfient un peu de ces regroupements. On a l'impression que certains viennent pour profiter un peu de l'aura de ce parti, bénéficier un peu du bain de foule, recevoir un peu d'applaudissements et après ils disent nous ne sommes plus d'accord, il y a des problèmes, donc on se... Donc vous n'êtes pas d'accord pour ces partis qui quittent le regroupement? Non, ce n'est pas normal. Et quand vous voyez même ces choses de près, ces partis, les membres de ces partis ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique. Donc, mais ce sont ces responsables... On ne crée pas un parti pour rester dans un regroupement, n'est-ce pas? Oui, normalement, l'essence même d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et seul, bien sûr. Seul. Pas forcément au sein d'un regroupement. Pas forcément au sein d'un regroupement. Mais ce sont les togolaiseries et les négreries qui font qu'en Afrique, on nous dit, pour que l'opposition gagne les élections, il faudrait qu'elles se mettent ensemble. Et là aussi, c'est un faux débat. Et je crois que c'est une manipulation, d'abord, de ceux qui sont aux affaires. Ils ont les moyens, ils manipulent en interne la situation et puis ça se répercute à l'international où on attend les médias internationaux disent ils vont aux élections à rang dispersé parce qu'ils n'arrivent pas à s'unir pour présenter un candidat unique. Comme si en France, par exemple, on peut demander à Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy et les autres de se réunir pour avoir un candidat unique à la personne de Marine Le Pen. Je dis non. Mais en Afrique, on a tendance à avancer ces débats-là, surtout au Togo, et les gens croient que c'est ça la vérité, alors que l'histoire récente nous enseigne que même l'opposition togolaise a beau être ensemble, elle n'a jamais pris le pouvoir. En 2005, l'opposition s'est battue pour avoir un candidat unique à la personne de Boba Kitani. Ce n'est pas pour autant que l'opposition avait pris le pouvoir. Donc moi, j'estime que c'est un faux débat. Mais pour quand même ratisser l'âge, les gens essaient quand même de se mettre ensemble avec le CAP 2015. Maintenant, vous voyez après ce qui se passe. Donc, il y a un premier départ. Sûrement, d'autres départs vont suivre. Donc, c'est un perpétuel recommencement, un mythe de Sisyphe à la togolaise. Jacques, c'est un coup dur pour CAP 2015 de perdre centaines de peuples? Non, vous savez, au fait, ce n'était pas la coalition qui était formée au niveau de CAP 2015 ne constituait pas un parti politique. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des partis qui se sont retrouvés, qui ont formé... avec un but électoraliste. Voilà. Donc, je crois que c'était pour aller aux élections. Je crois que le président de Santé du Peuple on l'a écouté sur les médias, il avait bien précisé qu'en allant à CAP 2015, l'objectif c'était de gagner les élections. Et comme les élections, ils ne les ont pas gagnées, donc il était de bon ton que chaque parti maintenant retrouve sa liberté pour pouvoir exercer. Donc je ne vois pas en quoi, quand Santé du Peuple se retire de CAP 2015, en quoi cela constitue par exemple un gêne au niveau effectivement des autres regroupements. Bon, ils ont accepté d'aller ensemble à un moment donné parce que
les idées convergeaient vers un but. Le but, c'était de gagner les élections de 2015. Donc, ils n'ont pas gagné ces élections. Et vous savez également qu'il y a d'autres élections, il y a d'autres échéances qui nous attendent. Donc, chaque parti était libre de pouvoir y adhérer et chaque parti était libre de pouvoir se retirer. Donc, si Santé du Peuple se retire de CAP 2015, je ne vois pas en quoi cela constitue un problème parce qu'on n'adhère pas à cette coalition-là en allant payer par exemple quelque chose. Donc ils sont rentrés librement. Donc si tu veux sortir, tu sors également librement. Il y a un lien qui te lie au niveau de cette coalition. Je crois que s'il est sorti aujourd'hui de CAP 2015 pour retrouver sa liberté de pouvoir travailler sur le terrain, laissons-le à l'œuvre. On verra le travail qu'il pourra faire, par exemple les échéances qui attendent. Et puis la CAP 2015, je le dis encore, ce n'est pas un parti. Ce n'est pas un parti politique, c'est un regroupement. Donc, si aujourd'hui, Santé du Peuple est sorti de CAP 2015, demain, certainement que d'autres partis aussi vont sortir. Et puis, l'objectif de CAP 2015, c'était les élections. C'est bien précisé que CAP 2015. Donc, oui, si les élections... pour la tendance politique, n'est-ce pas? Voilà, donc, vous pensez qu'on doit aussi tourner la page de CAP 2015? Non, mais je crois qu'il faut mettre cette activité en Ah oui, bon, parce que l'objectif, c'était de former cette coalition-là, d'aller aux élections. Aller aux élections de 2015. Donc après, on peut dissoudre ce regroupement. Ils peuvent également refaire un autre regroupement. Parce que l'appellation 2015, je crois que c'est déjà dépassé parce que je ne pense pas qu'au Togo, on puisse encore avoir une élection avant 2016. Donc 2015, bientôt, ça va finir. Donc si aujourd'hui, le regroupement fait par exemple le bilan des actions qu'ils ont menées sur le terrain, après être retrouvés et vu peut-être les cotisations qu'ils ont eues ici et là pour ces élections, s'ils font par exemple ce bilan, je crois qu'après ils peuvent accepter à l'unanimité de dire bon, nous allons dissoudre CAP 2015 et chaque parti va se retrouver sur le terrain. S'il y a encore des échéances où on peut encore se retrouver, je crois qu'ils pourront le faire. Donc, mais je ne crois pas que ça constitue par exemple un problème au niveau des partis pour pouvoir former une coalition et gagner des élections. Je crois que c'est librement qu'ils sont allés, ils sont libres également de se retirer à un moment donné si les objectifs ne sont pas atteints par rapport à la vision qu'ils avaient en créant ce regroupement-là. Moi, ce que je voudrais faire remarquer, d'abord au sein du CAP 2015, ce que moi je sais, c'est que chaque parti politique a sa liberté d'action. Donc, le regroupement est là, mais chaque parti politique va rencontrer ses militants à la base. Chaque parti politique fait des communiqués par rapport à certaines situations données, donc ce qui est normal. Donc, participer au CAP 2015 ne signifie pas qu'il faut mettre à veilleuse ces activités en tant que parti politique. Donc c'est là où moi, vous pensez qu'on peut toujours garder c'est là où moi je n'arrive pas à comprendre la position du docteur Koïssan, surtout que le CAP 2015 n'avait pas encore fait de rapport de ces activités à ces électeurs, parce que j'ai dit tout à l'heure que les gens ont contribué en mettant la main à la poche. Donc il faudrait qu'ils soient ensemble, peut-être pour présenter le rapport, s'ils voudraient partir, avant qu'ils ne partent. Mais ce qu'il faut aussi faire remarquer, c'est que au Togo, on connaît tout ça. Pour faire partie d'un regroupement, les gens y vont sur la pointe des pieds, et quand ils veulent maintenant sortir de ces regroupements, ils font tout le temps un bruit autour d'eux pour se donner une importance qu'ils ont difficilement. Et pour revenir maintenant à la question qu'il faut dissoudre le CAP 2015, 2025, 2038, je ne sais pas. Mais ce qui est important, il revient aux partis qui constituent ce regroupement de dire, ok, nous sommes en 2015, peut-être on va enlever 2015 du CAP, on garde sur ma CAP. On peut aussi garder CAP et continuer à mener ces activités, peut-être préparer de concert les échéances électorales futures. Surtout, il y a la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui font partie également d'une des échéances qui ont abouti à la création du CAP 2015. Il n'y a pas seulement eu l'élection présidentielle de 2015, mais il y a aussi la question des réformes. Donc la question des réformes reste d'actualité, tout comme les élections locales. Donc si ils peuvent rester ensemble pour obtenir ces réformes et peut-être aller
ensemble pour les prochaines élections, ça peut aussi être profitable à eux. Donc il a encore une durée de vie, n'est-ce pas, pour vous? Bon, moi, ça ne gêne personne parce que la loi togolaise autorise quand même les partis à se retrouver par affinité. Donc, on ne va pas leur jeter la première pierre. Et au commencement du cadre 2015, c'était le conclave qui était réuni. Et déjà, à ce conclave, certains ont claqué la porte parce qu'il se posait un problème de leadership. Alors, jusqu'à quand la fin de cette guerre de leadership dans la classe de l'opposition? Jacques? Oui, vous savez, au Togo, c'est toujours l'éternel problème. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas s'accepter et les gens ne veulent pas souvent reconnaître que peut-être certains courent plus que d'autres. Donc, chacun veut aller peut-être à son rythme, mais quand on veut aller chacun à son rythme, les choses n'avancent pas. Et dans la vie, il y a toujours un premier, il y a toujours un deuxième et il y a toujours un dernier aussi. Donc, aujourd'hui, si au niveau de la classe politique, ils n'arrivent pas vraiment à s'entendre pour reconnaître le leadership de chaque parti, de chaque représentant des partis politiques, il y a toujours le problème. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a vécu depuis 91 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir, on soutient tel aujourd'hui, demain, on lui fait des coups bas, et puis bon, c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et on est allé aux élections législatives. Il y a un parti qui a eu plus de représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a une loi qui reconnaît le titre de leader de l'opposition à un responsable de parti politique, mais certains ne sont pas d'accord. Certains disent non, que telle personne ne peut pas jouer le rôle de leader du parti politique. Et quand c'est comme ça, quand les populations suivent tout ça, les populations sont souvent démobilisées parce que les gens ne savent plus où mettre de la tête. Parce que les gens se disent, si entre eux, ils n'arrivent pas à s'entendre, comment, en tant que population, nous pouvons faire confiance pour qu'ils puissent prendre notre destinée en main. Je crois qu'aujourd'hui, la classe politique de l'opposition a besoin, si les uns et les autres disent que ce n'est pas possible qu'ils puissent s'entendre, mais quand même, il y a un minimum qu'on puisse quand même faire. Quoique il ne peut pas rester éternellement dans ce jeu-là, où chacun est dans son coin, il lance la pierre à l'autre, et finalement, ils ne vont pas s'entendre. Cela ne pourra pas aider les populations à pouvoir s'affirmer, à pouvoir se retrouver. Vous savez, si vous voulez que les personnes puissent vous accepter, une personne puisse vous suivre, la personne doit voir d'abord en vous que vous avez les qualités d'un leader. Et avoir les qualités d'un leader, c'est que cela se détermine par ce que vous posez comme action, ce que vous posez comme... vous prenez comme position au niveau, ne serait-ce pas seulement sur le plan politique, mais peut-être sur le plan social aussi. Donc aujourd'hui, la classe politique togolaise a besoin quand même de reconnaître. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, les tests au niveau du Togo reconnaissent quelqu'un que c'est lui le leader de l'opposition. Donc ça, on ne peut pas lui dénier ça, on ne peut pas lui retirer aujourd'hui, jusqu'au moment où on va encore à des élections législatives, où un autre parti, par exemple, prend le devant et qu'on puisse reconnaître aussi cette personne-là comme le leader du parti de l'opposition. Oui, alors, le problème de leadership, c'est récurrent, mais tout est question de mauvaise foi et d'envie made in Togo. Les Togolais sont envieux par excellence, c'est-à-dire que si ça ne marche pas pour moi, ça ne doit pas forcément marcher pour toi. Et c'est ça qui fait que nous n'avançons pas dans un pays hautement riche. Quand vous prenez par exemple la classe politique togolaise, quand on fait les élections, ce sont les élections qui permettent d'apprécier l'audience de chaque parti politique. On a fait un test sur le statut de l'opposition. Le test était en fait conçu pour dire qu'il s'est libre parce que le pouvoir espérait conduire au boycott les principaux partis de l'opposition. Mais ils ont décelé la manœuvre. L'opposition est allée aux élections et maintenant le parti, le CST, incarné par l'ANC, a eu plus de députés. Normalement, le titre revient à quelqu'un de l'heure, mais les gens n'étaient pas contents. Et c'est là où les gens nous disent non, il n'a pas la qualité de leader, et il ne peut pas. Il ne peut pas rassembler les gens alors que les tests sont là. Car par exemple, on est en cyclisme. Alberto Contador est
dans les premières places du classement. Donc, ce qui veut dire que c'est son équipe, c'est lui que les autres vont soutenir, ses coéquipiers vont le soutenir pour qu'il puisse remporter la victoire. Maintenant, au Togo, on a, par exemple, Alberto Contador dans les meilleures positions. On demande à Alberto Contador d'attendre. On va aller prendre celui qui est à 3 heures d'Alberto Contador de venir pour être le leader du groupe. Et c'est ce à quoi nous avons assisté de 90 jusqu'à ce jour. Donc, et comme je le dis, c'est une question d'envie. Et c'est ça qui fait que l'opposition togolaise aura de la peine à exercer un jour le pouvoir. Et j'attends dire qu'il faut que la classe politique se renouvelle. Les gens croient que renouveler une classe politique, c'est envoyer quelqu'un dans un supermarché, il se débarrasse de la cheville qu'il portait pour en prendre une autre. Non. Quand on parle de renouvellement, cela suppose que je viens, je crée mon parti, je renverse la situation en ma faveur. Et là, je prends le devant avec peut-être ma nouvelle génération. Mais les gens sont là, certains nous parlent de renouvellement, tout ça, ce sont des hypocrisies à la togolaise. Les problèmes sont là. Et aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que nous ne sommes pas dans une république. Les élections ne vont rien résoudre au Togo parce que les gens croient que le pouvoir, c'est à eux. Et quand vous prenez aujourd'hui le pays a été fortement unirisé. Il faut être d'unis afin de pouvoir joindre les deux bouts. Ça ne peut pas marcher dans une république. Il y a aussi le problème de crise de confiance en cette idée, justement. Ah oui, mais quand je parle d'envie, forcément, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance. Il faut voir. Et ce n'est pas seulement d'un seul côté, mais de tous les côtés, puisque aussi les grands partis comme les plus importants aussi ne font pas confiance. Ah oui, mais je l'ai dit entre-temps, que l'opposition togolaise est un fourre-tout. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, mais ils préfèrent que Faure-Gnassingbé, bien voilà, maintenant c'est Faure-Gnassingbé, reste au pouvoir, que un des leurs puisse monter au pinacle. Et il y a les gens qui ont cette concession de la chose. Je vous dis, à 93, les gens ont manœuvré pour obliger Edem Kodo, candidat unique du Code de ne pas aller aux élections, pour permettre à Gnassingbé Eyadema de rester. À 98, on a fait les élections. Les gens savaient que c'est Guilguis Olupio qui avait remporté les élections, mais les gens avaient usé de manœuvres déloyales pour dire que non, les élections n'étaient pas claires et que c'est Eyadema qui avait gagné. Donc, au Togo, c'est un peu ça. Il y a opposition tournée vers le pouvoir et l'opposition qui veut effectivement le changement. Donc on a des oppositions finalement. On a des oppositions, c'est une la palissade. Non, je crois que oui, rapidement dans tout ça, là, il faut penser également à former les populations sur la notion même de la chose politique, de ce que c'est que même la politique. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne comprennent pas. La politique, certains ne savent pas que la politique c'est un jeu. Vous savez, vous prenez aujourd'hui l'ensemble de la masse, c'est-à-dire le peuple togolais, il y en a forcément qui ne comprennent pas. Donc c'est aux responsables, par exemple, de ces entités, c'est-à-dire des partis politiques, il ne faut pas seulement s'attendre à des joutes électorales, aller peut-être donner les tricots par ici, donner peut-être je ne sais pas, peut-être une moto par là. C'est ça qui constitue peut-être à former une population. Une population doit connaître également ses droits et ses devoirs. Et lorsque vous avez cette masse-là formée comme ça au niveau de la politique, et quand il y a par exemple ces joutes électorales, les gens vont comprendre quel choix faut-il faire. Il ne faut pas seulement faire le choix de celui qui vient donner, mais peut-être faire le choix de celui qui peut vous aider demain à entreprendre peut-être un avenir meilleur. Donc si aujourd'hui la classe politique dans son ensemble est peut-être fermée au niveau peut-être seulement de la prise du pouvoir et ne pas former également les populations sur la gestion même de la chose politique, ça crée également problème. Si aujourd'hui on parle de la crise de confiance, mais ça part de la base. Si aujourd'hui la base est consciente de ce que c'est que accepter par exemple Zeus, accepter Gérard, si demain il y a par exemple une élection, on peut s'entendre, propulser quelqu'un
qui puissent peut-être gérer ou aller. Mais si on ne forme pas les populations sur la chose publique et la chose politique, et il faut seulement s'attendre à des joutes électorales, nous serons là où nous sommes toujours. Et les choses ne pourront pas avancer, que ce soit du parti au pouvoir de l'opposition. Oui, mais je peux ajouter quelque chose. Il dit qu'il faut former les populations, la masse à la chose publique. Je suis d'accord avec lui, mais je suis estomaqué quand il dit que la politique est un jeu. Ça, ce sont des définitions africaines. La politique est directe. C'est pourquoi d'ailleurs il y a les sciences politiques. Tout est exact, tout est clair. Les lois sont là, il faut les respecter. Mais quand on dit que la politique est un jeu, dans ce que vous dites qu'on accepte qu'en politique, on met les deux mains sur les yeux, on fait bébé libé, où es-tu? Non, je ne suis pas d'accord. La politique, c'est la loi, c'est la constitution, c'est les conventions internationales dont les pays sont signés par les différents pays. Donc, si tous les textes sont respectés, tout va être clair pour tout le monde. Mais quand moi, on me dit que la politique est un jeu, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est nous les Africains qui avons tendance à inventer ces arguments pour masquer nos faiblesses. Ce n'est pas normal. Non, je crois que je ne m'ai pas compris. Oui. Si je dis jeu la en politique, quel sens? voilà, si je parle du jeu, c'est-à-dire, si quelqu'un qui est formé, qui connaît par exemple ses responsabilités, qui connaît par exemple ses droits, vous n'avez plus besoin d'aller par exemple tromper cette personne pour dire bon, fais ceci et puis bon, à la suite de ça, je vais te faire ça. Quelqu'un qui connaît, qui est bien formé, qui connaît par exemple ses droits, qui connaît par exemple ses responsabilités, vous ne pourrez plus encore aller tromper cette personne. Donc en ce moment-là, voilà, c'est un jeu, la personne maîtrise la chose politique et lorsque vous venez pour le berner, il ne pourra plus accepter. C'est dans ce sens-là, quelqu'un qui est bien formé et qui connaît, qui va par exemple à un examen, on lui présente une épreuve. Lorsque la personne voit les épreuves, en elle-même, elle se dit, mais écoutez, je maîtrise l'épreuve là, je peux le faire. En ce moment, c'est un jeu pour moi. Donc, mais si quelqu'un qui n'est pas bien formé, qui ne connaît pas la chose publique, qui ne connaît pas la notion de la politique, mais tout le temps, ces gens de personnes là vont toujours rester dans le noir. Et vous ne pourrez pas d'un jour à l'autre se lever comme ça pour pouvoir changer les mentalités. Non, mais c'est ça. Non, ce n'est pas possible parce que les gens sont suffisamment formés. Quand vous prenez les Togolais sont suffisamment formés, informés des différents textes du pays. Mais, comme on le dit, votre affamé n'a point d'oreille. Tout est question de survie. Les gens sont plus préoccupés par la question de survie que par le changement notable du point de vue politique. Ce qui fait que lors des élections, les gens préfèrent les tricots, un peu d'argent, etc. Il y a même des représentants de l'opposition au sein des CELI, dans les bureaux de vote, qui acceptent de tronquer les procès-verbaux contre une moto chinoise qui crie devant lui, une moto scintillante qui fait du bruit à la chinoise. Donc, on vend les résultats. Et c'est ce qui s'est surtout passé au cours de cette année. Donc, c'est un problème en fait de survie. Les gens sont là. Des représentants de l'opposition qui ont tronqué. Non, mais vous avez les preuves. nous avons, on le dit toujours, nous avons si tu peux t'envoyer un document. Donc, il y a des représentants de l'opposition qui acceptent de jouer qui acceptent de se comporter ainsi. Donc, tout est question de survie. Mais il y a des personnes insoupçonnables qui acceptent aussi ces cadeaux pour que la situation demeure telle qu'elle est. Donc, c'est un peu dommage. C'est ça. Oui, mais si vous formez, si les gens sont formés, si les gens sont formés sur cette notion-là. Mais non, même s'ils parlent de survie, vous comprenez, il y en a qui ont par exemple cette notion. Je prends, mais je sais où je vais voter. Mais c'est comme ça. Mais si la personne à l'aide ne comprend pas pourquoi elle va aller voter, pourquoi elle a pris cette chose, mais qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse? Mais elle prend, elle va faire ce qu'on lui a dit. Donc, mais si la personne comprend pourquoi elle... c'est ça. Donc, je crois que ce que je dis, tout dépend de comment on explique, tout dépend de comment on parle aux populations. On va passer à un autre sujet, celui justement du problème d'insécurité de plus en plus récurrent dans notre capitale et dans certaines localités du pays, avec ces braquages devenus fréquents ces derniers temps. Oui. Oui, c'est une situation préoccupante parce que le problème se pose à deux niveaux. Le premier niveau, il y a des braquages récurrents et le deuxième niveau, c'est que les citoyens rendent eux-mêmes justice. Et là, nous sommes
dans le Léviathan, où il n'y a que des loups. Quand les citoyens commencent à rendre eux-mêmes justice, il y a un problème. Et je crois que des efforts doivent être faits. Parce qu'il n'est pas normal qu'en cas, ou bien que devant une situation d'injustice, un citoyen puisse lui-même se faire justice. Ce n'est pas normal. Donc, nous avons beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, militaires d'ailleurs. L'effectif est impressionnant, mais curieusement, il se pose un problème d'insécurité dans le pays. Alors qu'on nous dit qu'en novembre, nous allons accueillir un sommet sur la sécurité maritime. Maintenant, si on n'arrive pas à assurer la sécurité sur le sol, je ne sais pas si les autres qui vont arriver, ils vont faire le sommet sur la mer. Mais ce qui est important, il faut que le ministre de la Sécurité puisse revoir le dispositif sécuritaire afin que ces braquages ne se reproduisent plus, ou bien afin que ces braquages soient minimisés, parce que c'est limité, parce que ces derniers temps c'est récurrent, et la vindicte populaire aussi est fréquente et ce n'est pas normal. La preuve, la semaine dernière, un Ivoirien a été lynché, et il a fallu ce lynchage avant que le gouvernement ne fasse un communiqué pour dire qu'il va mener des enquêtes, alors que des Togolais aussi se faisaient lyncher, rien n'avait été dit. Donc je crois que la question de la sécurité sur le sol est aussi préoccupante que celle de la sécurité dans la mer. Pas en mer, mais dans la mer. Voilà. Je crois que cela n'a rien à voir par rapport à ce que je dis sur le sommet. C'est vrai qu'il y a le problème récurrent de l'insécurité au Togo, mais ce qui est important et les paramètres également qu'il faut cerner aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de repris de justice qui sortent des prisons et qui commettent encore les mêmes bêtises. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, au niveau peut-être, pas seulement du gouvernement, ne serait-ce que aussi des privés, voir dans quelle mesure créer des emplois à ces personnes-là. Et puis, il faut voir également au niveau de la prison. Il y a beaucoup de personnes qui sont souvent entassées au niveau de ces prisons et des gens peut-être pas volent. C'est pas ceux qui sont en prison qui viennent braquer, hein, Jacques. Certains, je dis ceux qu'on libère. Pas forcément aussi. La plupart qu'on a arrêtés la fois passée au niveau de Zola et autres, c'est des repris de justice. Et bon, vous voyez, quelqu'un qui vole par exemple un portable, on l'envoie, on ne le juge pas, quelque temps on le libère. Certains, c'est des poules qu'ils volent et on les envoie là-bas. Donc je crois qu'il est important qu'au niveau du milieu carcéral, qu'ils essaient de voir quel plan faut-il adopter pour ne pas toujours envoyer les gens au niveau de la prison qui vont peut-être voir des autres qui ont d'autres mentalités. Donc je crois qu'il est important au niveau de cette justice-là, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit au niveau peut-être de la police judiciaire, voir comment quelqu'un qu'on arrête par exemple pour vol de portable, quelqu'un qui a volé peut-être une poule, comment gérer ces affaires-là pour ne pas souvent les envoyer au niveau de la prison là-bas. Et quand ils sortent, ils ont d'autres idées, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Plus aguerris. Voilà, donc je crois qu'il y a tout ça là qu'il faut revoir. Mais le problème, c'est des braquages qui se font parfois avec des armes à feu. Où trouvent-on ces armes? Est-ce que justement, il y a prolifération des armes à feu chez nous? Non, mais ça c'est partout, ce n'est pas seulement au Togo. Vous voyez par exemple, vous prenez nos frontières sont poreuses. Vous prenez Hilakonji, vous prenez par exemple la frontière ici au Ghana, vous allez de l'autre côté. Bon, les armes circulent un peu partout. Mais je crois que la plupart de la sécurité, c'est nous-mêmes d'abord les populations. C'est nous-mêmes qui devons par exemple nous prendre en charge. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple un délinquant dans votre quartier, il faut avoir cette complicité-là avec eux, la gendarmerie et la police, de pouvoir dénoncer ces personnes. Dès que vous ne dénoncez pas et la personne continue pas à vous narguer dans votre quartier, vous voyez que cela crée souvent des problèmes. Et au niveau également, que ce soit de la gendarmerie, de la police, c'est vrai que je sais qu'il y a un nombre pléthorique, impressionnant au niveau de la gendarmerie, de la police, mais il faut voir, est-ce qu'ils ont souvent l'armement?
est-ce qu'ils sont souvent outils nécessaires pour faire le travail. Nous avons vu dans le temps, il y avait ce qu'on appelait la campagne araignée qui circulait un peu dans les quartiers, qui faisait la sécurité. Ça n'existe plus? Je ne sais pas s'il y a encore... Il est parti avec son concepteur. Donc je crois qu'il est important de revoir également ce dispositif et essayer de reprendre encore les patrouilles au niveau des quartiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître le problème de la sécurité, c'est un problème récurrent. Et l'autre aspect, c'est vrai que les Togolais souvent se plaignent que lorsqu'on prend par exemple un malfrat, on l'envoie par exemple à la police ou à la gendarmerie, 2 jours, 3 jours après, on le libère. Oui. Mais ce n'est pas aussi le lieu de pouvoir également se faire justice. Lorsque vous arrêtez par exemple un voleur, ce que vous allez d'abord faire, c'est d'appeler soit la police ou la gendarmerie. Ils viennent tardivement. Voilà. Bon, ils viennent tardivement, mais eux aussi peuvent amener par exemple ce voleur vers là. Mais lorsque vous brûlez la personne, vous savez qu'il y a également des répressions qui vous attendent. Donc il est important que, je disais, il faut une complicité entre nous les populations et les corps habillés pour pouvoir effectivement démasquer ce genre de malfaiteurs. Oui, moi je voudrais ajouter, j'insiste, dans l'optique de la tenue du sommet sur la sécurité maritime, il est important que la sécurité sur le sol soit garantie. Parce que la semaine dernière, nous en avons parlé dans notre journal de cette semaine, nous avons reçu une note du département d'État américain qui parlait de l'insécurité au Togo et qui a donné des directives aux citoyens américains qui veulent visiter le Togo, les dispositions à prendre pour ne pas se faire surprendre dans un braquage ou bien dans un vol à main armée. Donc c'est une situation préoccupante. Il faut que des solutions idoines et durables soient apportées à ces problèmes. Maintenant, quand on parle, peut-être, on peut dire qu'il y a des prisonniers qui retournent, qui commettent les forfaits, puisque le braquage c'est leur hobby, on peut comprendre. Mais il ne faut pas seulement avancer sur cet argument, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes désœuvrés qui sont là, parce que d'abord, les gens n'arrivent plus à vendre le carburant de contrebande. Moi, je ne parle pas de carburant frelaté, mais de carburant de contrebande. Parce que les carburants qu'on nous vend aussi dans les stations, c'est de la même qualité que ceux que les Boudémens vendent. Donc, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Donc, beaucoup de jeunes qui exercent ce métier sont aujourd'hui traqués. En dehors de ça, il y a les petits qui font il y a des gens qui font de petits business au niveau du port autonome de Lomé, au niveau des grands marchés, tout ça. Avec les réformes qui sont introduites, tout ce monde-là est là, il ne fait rien. Donc je crois que c'est une situation préoccupante. Il faut que des solutions, comme je l'ai dit, durables soient apportées à ces problèmes. Parce que l'insécurité dans un pays, ça ne fait pas avancer. Et je crois que les autorités togolaises ont les moyens de le faire. Et surtout, il faut que ces autorités togolaises rassurent les Togolais, parce que il y a bientôt 1 an, il s'est passé un braquage à ciel ouvert à l'aéroport international Singbeya Dema. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien dit aux Togolais. Donc, on a l'impression que ce braquage est passé par perte et profit. Donc, des comportements comme ça ne peut que encourager le phénomène de la vindicte populaire, qui est quand même un phénomène qui est dangereux pour la paix sociale. Et très déplorable. Alors ça nous permet de faire une belle transition. Parlons justement de cette semaine de détenus qui a commencé depuis jeudi dernier dans notre pays, où ceux qui sont pour la liberté sont à l'honneur. Alors parlons d'abord de la population carcérale, parce qu'on parle souvent de effectifs pléthoriques dans nos prisons. Jacques? Je crois que vous avez raison. Et puis, j'ai suivi un peu le ministre de la Justice qui a reconnu effectivement le nombre pléthorique au niveau de nos prisons. Et il avançait les arguments selon lesquels d'autres prisons seront bâties pour désengorger un peu. Et il parlait également des libérations, qu'il avait signé des ordonnances pour libérer certains détenus. Je crois que c'est des actes quand même louables, parce que
quand vous allez aujourd'hui au niveau de la prison civile de Lomé, pas seulement au niveau de la prison civile de Lomé, presque sur toute l'étendue du territoire, il y a peuplement des détenus au niveau de ces prisons. Je crois qu'il est important que, comme je le disais à l'instant, des voleurs de portables, les voleurs de poules et tout ça, je crois qu'il faut quand même trouver une solution pour libérer de les envoyer tout le temps en prison là-bas au niveau effectivement de ces gangs. Donc, il est important que si les actions que le ministre a annoncées, s'ils peuvent traduire ces actions-là en actes, je crois que ça serait vraiment une très bonne chose. Les doléances la fois passée ont été posées par les détenus, ils ont parlé de la construction, ils ont parlé également de réfectionner même les bâtiments et les installations électriques. Donc il est important que, comme le ministre même il était là, il a vu, il a assisté, il est important que les dispositions, les mesures idoines soient prises pour pouvoir aider effectivement ces détenus-là. Oui. Non, rien de nouveau sous le soleil, puisque le ministre même était de l'appareil judiciaire. Donc il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Donc c'est une réalité connue de tout le monde. Depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé, il y a déjà 5 ministres de la justice. On a entendu les mêmes discours, les mêmes promesses, et puis après c'est silence radio. Donc nos frères qui sont détenus dans les différents centres du pays vivent dans des conditions non moins reluisantes. C'est déplorable. Quand nous prenons par exemple la prison civile de Lomé, elle est en fait construite pour à peu près 600 personnes. Aujourd'hui, ils sont déjà de 2000. Donc, je ne suis pas bon en mathématiques. Donc, aux mathématiciens de faire le pourcentage. Donc, on ne peut pas... Il y a un surpeuplement avéré qui induit les mauvaises conditions de détention et de vie. Donc, moi, j'ai d'ailleurs tourné un documentaire sur la prison civile de Lomé qui a été diffusé sur une chaîne de la place cette semaine. C'est depuis fin décembre que je l'ai fait. Mais c'était en fait l'objectif pour heurter un peu les sensibilités afin qu'on puisse améliorer et tant soit peu les conditions de vie de nos frères. Parce qu'une prison, par essence, c'est un lieu de réinsertion. Ce n'est pas un lieu de déshumanisation. Mais malheureusement, au Togo, on envoie les gens en prison et puis vous voyez qu'ils en sortent diminués, ils contractent des maladies, etc. Et il faut aussi revoir un peu les dispositifs, surtout les lois au niveau des polices et de la gendarmerie, parce que pour une affaire mineure qui pourrait être réglée dans une station de police, on préfère faire traîner les choses et puis on vous dit faites attention, on va vous déférer. Et puis effectivement, si vous n'avez pas de bras long, donc si vous ne pesez pas au bras long gramme, donc tout de suite, on vous envoie à la prison civile de Lomé. Et dans cette dynamique, ils vont jusqu'à envoyer des mineurs de 16 ans à la prison civile de Lomé. Il y a eu 2 cas. Cette année, nous en avons parlé. Après, ils ont été sortis de là pour être envoyés au niveau de la brigade pour mineurs. Donc, je crois que des efforts aussi peuvent être faits au niveau de la dans ce même registre, il y a eu cette affaire d'extraction de détenus à la prison de Lomé. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est une situation déplorable. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, il y a certains détenus, parmi lesquels ceux qui sont arrêtés dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Donc ils ont été extraits de la prison. Leurs familles n'ont pas été informées, de même que leurs avocats. Donc ils ont été éparpillés dans les différentes prisons du pays. Le principal cerveau, Mohamed Loum, lui on l'a envoyé directement à la tristement célèbre prison de Kara, parce que je sais ce dont je parle, parce que Lomé en a largement parler pour qu'il y a séjourné. Donc, alors que Mohamed Loum, son état de santé s'est beaucoup dégradé, il devrait même subir une intervention. Donc, je crois que ce qui s'est passé n'est pas normal, et surtout, c'est dans la nuit que cela a été fait. Et ce qui est extraordinaire, le lendemain, il y a une femme qui est allée à la prison pour apporter à manger à son mari. Elle y arrive, elle demande à son mari. On lui apprenait que son mari a été transféré, a été extrait la nuit là et transféré à une destination inconnue. Donc peut-être c'est après qu'elle va découvrir là où son mari est décancé. Donc je crois que ce sont des situations anormales. Le Togo appartient à tous les Togolais et les lois de la République sont faites pour les hommes. Il faut qu'elles soient respectées pour le bien de chaque citoyen. Alors le temps file très rapidement.
dernière chose à évoquer, c'est l'état de santé du demi-frère du chef de l'État. On a appris qu'il est malade, il serait admis au pavillon militaire au CHU Sylvanus Olympio. Est-ce que vous avez la réalité de ces faits-là? Bon, nous tous nous avons appris sur les médias que Pacha Gnassingbé est malade et qu'il a été évacué au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio. Nous avons appris qu'il est en train de suivre des soins appropriés là-bas. Tout ce que nous pouvons dire, vous savez, depuis un certain temps, que ce soit les avocats, que ce soit la famille, même les personnes proches ont toujours demandé la clémence pour qu'on puisse vraiment le libérer. Donc, si ces demandes-là peuvent tomber dans des oreilles vraiment pour qu'ils puissent accepter de le libérer, on croit que ça serait vraiment une très bonne chose. Je crois que nous pourrons que lui souhaiter prompt guérison et que vraiment tout ce qui se passe au niveau de ce problème, le mythe qui entoure ce problème-là, que vraiment les cœurs disposés puissent vraiment comprendre et qu'on puisse vraiment accorder, ne serait-ce que cette grâce présidentielle dont il a réclamé pendant des... Il a déjà demandé, non? Il a demandé. Je crois que les avocats même ont dit qu'ils vont encore introduire une autre demande de grâce présidentielle, vraiment que cela puisse trouver un cours favorable et que Pacha puisse vraiment retrouver ne serait-ce que sa liberté. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Bodiona et les autres aussi, malgré les injonctions de la CEDEAO de libérer. Oui, oui, c'est ce qui est déplorable depuis que la balance qui symbolise l'équité de la justice est au palais de la présidence. La justice togolaise fonctionne très mal. Il y a même des exceptions à l'international qui peuvent quand même amener les autorités à revoir un peu la copie, mais on ne fait rien. Donc c'est une situation qui n'est pas bonne, qui n'est pas normale. Donc, comme je le dis toujours, il faut que chacun puisse faire des efforts à son niveau. Le Togo appartient à tous les Togolais. S'il y a un problème, la justice tranche, ou bien la justice n'est pas arrivée à trancher, et qu'au niveau de la justice internationale, on a donné raison à la personne. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais il faut libérer la personne. Surtout que nous sommes tous des frères, comme le dit Voltaire dans le traité sur la tolérance. Bien, merci. Je ne pense pas que la balance de la justice togolaise se retrouve c'est une réalité, ça saute aux yeux. Au niveau de la présidence. Ça saute aux yeux. Nous sommes en pleine modernisation de la justice. Il y a le ministère de la Justice, il y a les institutions. Oui, c'est ça la forêt. Je ne pense pas que la balance se retrouve quand même à la présidence. C'est une vérité. Alors vivement qu'elle soit appliquée pour qu'on puisse libérer ces hommes et femmes de la liberté, que ce soit injustement ou justement. Ce qui est sûr, eh bien, ce n'est pas le milieu carcéral, n'est pas un milieu quand même adéquat pour tout le monde. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Merci, chers invités. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Liberté et Jacques Outi, journaliste analyste. Merci à vous deux d'avoir décrypté l'actualité de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très vite. Merci.